Ils l'ont appelée la solution finale, une expression glaçante qui dissimulait l'un des plans les plus sombres de l'histoire humaine. Ce n'était pas une stratégie militaire, ni une manœuvre politique, mais un plan systématique d'extermination. Des millions de personnes étaient vouées à la mort, non pas pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles étaient. Juifs, Roms, personnes handicapées et tant d'autres condamnés à disparaître. Ce n'était pas le chaos. C'était une persécution froide et calculée, une oppression à l'échelle industrielle exécutée avec une précision implacable. Comment une société moderne a-t-elle pu planifier et exécuter des meurtres de masse? Qui a conçu la machinerie de ce plan? Et comment des millions de personnes sont-elles devenues complices, volontairement ou par peur? Ce documentaire a un but éducatif et analyse les faits historiques d'un point de vue neutre. Nous sommes fermement opposés à la violence et à la guerre sous toutes leurs formes. Voici l'histoire de la solution finale. La machinerie était immense. Chemin de fer, bureaucratie, camps et installations. Chaque élément jouait un rôle. Chaque décision était consignée, budgétisée et exécutée. Voici l'histoire de la solution finale, le plan nazi visant à éradiquer les Juifs d'Europe et d'autres personnes jugées indésirables. Ce plan a coûté la vie à plus de 6 millions de personnes, détruit des communautés et laissé une cicatrice sur la conscience de l'humanité. Des ghettos de Pologne aux installations d'Auschwitz, des bureaux des bureaucrates aux mains de ceux qui exécutaient des ordres, nous retracerons le parcours de ce plan, ses origines, ses mécanismes et son coût humain. À travers les voix des survivants et les preuves laissées derrière eux, nous dévoilons une vérité qui ne doit jamais être oubliée. Rejoignez-nous alors que nous affrontons l'une des plus grandes atrocités de l'histoire, un témoignage à la fois de la profondeur du mal et de la résilience de ceux qui ont enduré. La solution finale n'est pas apparue dans le vide. Ses racines plongent dans des siècles d'antisémitisme tissés dans le tissu social et culturel de l'Europe. Les Juifs avaient longtemps servi de boucs émissaires pour les difficultés économiques, les épidémies et les troubles politiques. Les préjugés historiques remontent au Moyen Âge, avec des accusations de meurtres rituels portés contre les Juifs et des expulsions de pays comme l'Angleterre en 1290 et l'Espagne en 1492. Ces événements ont créé un héritage d'exclusion, où les Juifs étaient souvent cantonnés à certains métiers ou quartiers, alimentant ainsi le ressentiment et les stéréotypes. Par exemple, dans l'Angleterre médiévale, les Juifs furent contraints de se tourner vers le prêt d'argent après avoir été exclus des autres professions, ce qui ne fit qu'amplifier les accusations d'usure lors des crises économiques. En Espagne, l'Inquisition sous Ferdinand et Isabelle a ciblé les conversos, des Juifs convertis au christianisme mais soupçonnés de pratiquer leur foi en secret, entraînant torture, exécutions et expulsions massives qui ont dispersé les communautés à travers l'Europe et au-delà. Mais au XIXe siècle, des théories raciales pseudo-scientifiques ont donné à cette haine une nouvelle dimension. Influencé par des penseurs comme Arthur de Gobineau, qui a promu les hiérarchies raciales dans son essai de 1853, Essai sur l'inégalité des races humaines. Les Juifs étaient présentés comme une menace biologique, une race inférieure sapant la supériorité aryenne. Le darwinisme social a détourné les idées évolutionnistes pour justifier la discrimination, dépeignant les Juifs comme des parasites affaiblissant la société. Ce n'était pas qu'une simple spéculation académique. Cela s'est infiltré dans la culture populaire à travers des livres, des conférences et même les programmes scolaires dans certaines régions. En Allemagne, cette idéologie a gagné du terrain après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, signé en 1919, avec ses réparations sévères et ses pertes territoriales, a laissé la nation humiliée. L'hyperinflation des années 1920 a anéanti les économies, les prix augmentant si rapidement que les ouvriers étaient payés 2 fois par jour pour acheter du pain avant que la valeur ne chute davantage. La Grande Dépression, débutant en 1929, a porté le chômage à plus de 6 millions, créant un terrain fertile pour les voix extrémistes. Dans ce vide sont intervenus Adolf Hitler et le parti nazi, qui ont fait de l'antisémitisme la pierre angulaire de leur vision d'une nouvelle Allemagne.
Mein Kampf de Hitler, publié en 2 volumes en 1925 et 1926, exposait ses opinions violemment anti-juives, accusant les Juifs de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale à travers le tristement célèbre mythe du coup de poignard dans le dos et des maux économiques. Il décrivait les Juifs comme une tuberculose raciale qu'il fallait éradiquer pour la santé de la nation. Lorsque Hitler devint chancelier en 1933, les nazis agirent rapidement. Les lois de Nuremberg de 1935 ont privé les Juifs de leur citoyenneté, interdit les mariages mixtes et les ont exclus de la vie publique. Ces lois définissaient la judéité par l'ascendance et non par la religion, désignant ainsi comme cible même les convertis ou ceux ayant une ascendance juive partielle. Plus précisément, toute personne ayant 3 ou 4 grands-parents juifs était classée comme juif à part entière, tandis que celles ayant 1 ou 2 grands-parents juifs étaient considérées comme Mischlinge ou sans mêlée et faisaient face à divers degrés de discrimination. La propagande saturait la société. Des affiches, des films comme Le Juif éternel sorti en 1940 et des émissions de radio présentaient les Juifs comme des vermines, un danger pour la nation. Le Juif est notre malheur, déclarait le journal nazi Der Stürmer, édité par Julius Streicher, qui publiait chaque semaine des caricatures grotesques, représentant souvent les Juifs comme des prédateurs au nez crochu, s'attaquant à des Allemands innocents. On apprenait aux enfants à considérer les Juifs comme des ennemis. Leur manuel scolaire était rempli de caricatures et de leçons sur la pureté raciale, comme des problèmes de mathématiques calculant le coût du parasitisme juif sur l'économie. Il ne s'agissait pas d'un simple préjugé. C'était une campagne délibérée de déshumanisation, préparant le terrain à l'exécution. Dans les premières années, l'objectif nazi était l'expulsion, non l'extermination. Les Juifs étaient poussés à émigrer par l'exclusion économique et la violence, comme lors du boycott de 1933 des commerces juifs, où les SA peignaient des étoiles de David sur les vitrines et intimidaient les clients avec des pancartes disant « Allemands, défendez-vous, n'achetez pas chez les Juifs ». La nuit de cristal de 1938, un pogrom orchestré par l'État et déclenché par l'assassinat du diplomate allemand Ernst vom Rath par Herschel Greenspan, un jeune juif polonais vengeant la déportation de sa famille, vit plus de 1000 synagogues endommagées ou détruites, souvent par le feu, 7500 commerces détruits et 30 000 juifs arrêtés et envoyés dans des camps de concentration comme Dachau et Buchenwald. La violence s'est déroulée du 9 au 10 novembre, les éclats de verre brisés jonchant les rues, d'où le nom de Nuit de cristal, et le gouvernement infligea à la communauté juive une amende d'1 milliard de Reichsmark pour les dégâts qu'il avait lui-même causés. Beaucoup ont fui, mais les portes du monde se fermaient. La conférence d'Évian de 1938, où 32 nations se sont réunies dans une station balnéaire au bord d'un lac en France pour discuter de la crise des réfugiés juifs, s'est terminée avec la plupart des pays refusant d'en accepter un nombre significatif, invoquant des préoccupations économiques et des quotas d'immigration. Le délégué australien a d'ailleurs déclaré « Comme nous n'avons pas de véritable problème racial, nous ne souhaitons pas en importer un ». Les États-Unis, par exemple, ont refusé l'entrée du navire MS Saint-Louis transportant 937 réfugiés juifs en 1939, le forçant à retourner en Europe où beaucoup ont ensuite péri dans des camps comme Auschwitz et Sobibor. En 1939, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne a placé des millions de Juifs supplémentaires sous le contrôle nazi. L'émigration n'était plus une option viable. Les nazis avaient besoin d'une nouvelle approche. En 1940, des idées de déportation massive ont émergé. Heinrich Himmler, chef de la SS, proposa d'envoyer les Juifs à Madagascar, une île lointaine envisagée comme terre d'exil après la défaite de la France en juin 1940. Le plan, rédigé par Franz Rademacher du ministère des Affaires étrangères, prévoyait d'y expédier 4 millions de Juifs par vagues successives, mais les exigences de la guerre, le manque de ressources, de navires et le contrôle des mers, surtout après la résistance continue de la Grande-Bretagne, rendirent ce projet irréalisable. Le tournant survint en juin 1941 avec l'opération Barbarossa,
l'invasion de l'Union soviétique. À mesure que les armées nazies avançaient, les Einsatzgruppen, des escouades mobiles, suivaient, exécutant des communautés juives entières. Ces unités, composées de SS, de policiers et d'auxiliaires locaux, opéraient à l'arrière, procédant à des fusillades de masse. À Babi Yar, près de Kiev, 33 771 juifs furent exécutés en 2 jours en septembre 1941, leurs corps jetés dans un ravin après avoir été déshabillés et abattus à la mitrailleuse par groupe. Massacres similaires eurent lieu à Odessa, où plus de 50 000 personnes furent tuées en octobre 1941 par les forces roumaines et allemandes, beaucoup étant brûlées vives dans des entrepôts ou abattues au port, ainsi qu'au ghetto de Kovno en Lituanie, où 10 000 personnes furent assassinées lors d'une seule grande opération en octobre 1941. Ces actions étaient brutales, mais inefficaces, et le traumatisme psychologique subi par les participants poussa les nazis à rechercher une méthode plus systématique. Des rapports de chefs des Einsatzgruppen, comme Otto Ohlendorf de l'Einsatzgruppe D, faisaient état de soldats souffrant de dépression nerveuse à cause des exécutions à bout portant, certains groupes ayant recours à l'alcool pour atténuer l'horreur. Le terrain était ainsi préparé pour la solution finale, une politique qui allait transformer la haine en exécution industrialisée. La solution finale ne fut pas une décision soudaine, mais l'évolution glaçante de la politique nazie. Au début des années 1930, les nazis se concentraient sur la marginalisation des Juifs par l'exclusion légale et sociale. Les lois de Nuremberg et la Nuit de Cristal étaient conçues pour rendre la vie invivable, poussant les Juifs à quitter l'Allemagne. Mais à mesure que la guerre s'étendait, les ambitions nazies grandissaient aussi. La conquête de la Pologne en 1939 plaça 3 millions de Juifs sous contrôle allemand, submergeant les plans antérieurs d'émigration. Les nazis commencèrent à expérimenter de nouvelles méthodes de contrôle, établissant des ghettos pour isoler les communautés juives et exploiter leur main-d'œuvre. Ces ghettos étaient isolés par des murs ou des clôtures, transformant des zones urbaines en prisons à ciel ouvert. En 1941, l'invasion de l'Union soviétique a intensifié les actions. Les Einsatzgruppen, organisées en 4 unités comptant des milliers d'hommes, suivaient la Wehrmacht, exécutant les Juifs, les communistes et d'autres personnes jugées indésirables. Des actions de masse, comme à Babi Yar et Ponary, où plus de 100 000 personnes furent exécutées près de Vilnius entre 1941 et 1944 par des collaborateurs lituaniens sous supervision nazie, révélèrent l'ampleur des intentions nazies. Mais les fusillades étaient laborieuses et publiques, attirant l'attention des populations locales et provoquant parfois des troubles. Les officiers SS ont signalé des problèmes de morale parmi leurs hommes, qui peinaient à supporter le fardeau psychologique des exécutions de masse, ce qui entraînait alcoolisme et suicide. Himmler, ayant assisté à une exécution à Minsk en août 1941, fut visiblement bouleversé par l'horreur, le sang et la matière cérébrale éclaboussant, et ordonna une méthode plus humaine pour les bourreaux, non pour les victimes. Cela a conduit à des expérimentations avec des camions à gaz, des unités mobiles qui diffusaient du monoxyde de carbone provenant des gaz d'échappement dans des compartiments hermétiques, testés pour la première fois à Chełmno à la fin de 1941. Ces camions pouvaient tuer jusqu'à 100 personnes à la fois, mais ils étaient peu fiables, tombaient souvent en panne ou laissaient échapper du gaz, et nécessitaient toujours la manipulation des corps, qui étaient enterrés dans des fosses communes ou plus tard incinérés. La transition vers l'exécution industrialisée fut délibérée. À la fin de 1941, Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, apprit l'existence du Zyklon B, un pesticide utilisé pour la désinsectisation produit par Degesch, une filiale d'IG Farben. S'il peut tuer des poux, il peut tuer des humains, raisonna-t-il. La première expérience de gazage dans le bloc 11 d'Auschwitz en septembre 1941, utilisant des prisonniers soviétiques et des Polonais malades, prouva l'efficacité de la méthode, tuant 850 personnes en une seule séance avec un minimum de désordre. Au début de 1942,
les nazis étaient prêts à passer à l'échelle supérieure, transformant les camps en centres d'extermination dotés de voies ferrées, dédiées et de multiples chambres. Un moment décisif eut lieu le 20 janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee à Berlin. Présidée par Reinhard Heydrich, l'adjoint de Himmler, cette réunion de 15 hauts responsables nazis, comprenant des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et du gouvernement général, officialisa la solution finale. Le protocole, rédigé par Adolf Eichmann, exposait la coordination de la déportation et de l'exécution à travers l'Europe, estimant à 11 millions le nombre de Juifs visés, y compris ceux de pays comme le Royaume-Uni, en cas d'invasion. Elle insistait sur la discrétion, utilisant des euphémismes comme « évacuation vers l'Est » et intégrait divers organismes gouvernementaux au processus, attribuant par exemple le recensement au ministère de l'Intérieur et l'affectation de la main-d'œuvre au ministère de l'Économie. Cette conférence marqua le passage des meurtres sporadiques à un génocide bureaucratique à l'échelle du continent, ne durant que 90 minutes, mais scellant le sort de millions de personnes. Avant les camps d'extermination, les ghettos constituaient une étape cruciale dans la solution finale. Établis en Pologne occupée et en Europe de l'Est, des ghettos comme Varsovie, Lodz, Cracovie, Vilnius et Minsk confinaient les Juifs dans des conditions surpeuplées et insalubres. Le ghetto de Varsovie, le plus grand, abritait 400 000 personnes sur une superficie de 3,4 km² avec une densité atteignant 200 000 habitants par kilomètre carré. Imaginez des familles entières entassées dans une seule pièce, partageant les lits à tour de rôle. Le ghetto de Vilnius, établi en septembre 1941, abritait 40 000 personnes dans un quartier juif historique, mais 20 000 d'entre elles furent tuées dans les ravins de Ponary, à proximité, avant la liquidation du ghetto en 1943. Nous mourions de faim, mais le pire, c'était la peur, se souvient Marek Edelman, survivant du ghetto de Varsovie et chef de l'organisation juive de combat. Chaque jour, nous entendions parler de déportation. Nous savions que la réinstallation était un mensonge. Les ghettos n'étaient pas seulement des prisons, mais aussi des instruments d'épuisement. Les nazis affamaient délibérément les habitants avec des rations quotidiennes pouvant descendre jusqu'à 184 calories à Varsovie, bien en dessous des 2000 nécessaires à la survie, ce qui entraînait de nombreux décès dus à des maladies liées à la faim comme le kwashiorkor. Le typhus et la tuberculose se propageaient, tuant des dizaines de milliers de personnes, aggravées par le manque de médicaments, d'eau potable et d'assainissement. À Łódź, par exemple, plus de 20 000 personnes sont mortes uniquement de faim et de maladie. Les conseils juifs, ou Judenräte, étaient forcés d'administrer les ghettos, une manipulation cruelle qui dressait les juifs les uns contre les autres. Des dirigeants comme Adam Tcherniakov à Varsovie ont été confrontés à des choix impossibles, organisant des déportations sous la menace nazie pour tenter de sauver certaines vies au détriment d'autres. Czerniakow s'est donné la mort en juillet 1942, incapable de supporter la culpabilité d'avoir envoyé des enfants lors de la grande déportation, au cours de laquelle 265 000 juifs de Varsovie furent envoyés à Treblinka dans des wagons à bestiaux. Les déportations des ghettos vers les camps d'extermination commencèrent véritablement en 1942. Des trains partaient chaque jour, emportant des milliers de personnes vers leur destin. Ils nous ont dit que nous allions travailler, raconte Alina Birenbaum, survivante du ghetto de Varsovie. Mais nous voyions les trains revenir vides. Nous savions. Les ghettos étaient un prélude au camp, affaiblissant la résistance par la faim et le désespoir, tout en concentrant les Juifs pour la prochaine phase de la solution finale. Dans le ghetto de Łódź, sous la direction de Chaim Rumkowski, le Judenrat mettait l'accent sur le travail comme moyen de survie, produisant des biens pour l'effort de guerre allemand, tels que des uniformes et des munitions, dans plus de 100 usines. Le discours controversé de Rumkowski en septembre 1942, suppliant les parents de livrer leurs enfants pour la déportation, « Donnez-moi vos enfants », disait-il, pour sauver le ghetto, a retardé, mais n'a pas empêché les déportations, plus de 70 000 personnes ayant été envoyées à Chelmno et Auschwitz. La vie culturelle persistait avec défi dans les ghettos.
Des écoles clandestines enseignaient aux enfants, des journaux souterrains comme l'Ojneg Szabos à Varsovie archivaient la vie quotidienne, et des artistes créaient des œuvres pour documenter l'horreur. Ces efforts, menés par des figures comme Emanuel Ringelblum, qui a rassemblé une équipe d'historiens et d'écrivains, ont permis de s'assurer que les preuves de la souffrance survivraient, enfouies dans des bidons de lait et des boîtes métalliques qui furent découvertes après la guerre, en 1946. Dans le ghetto de Cracovie, la liste d'Oskar Schindler a sauvé 1200 ouvriers de la déportation en les déclarant essentiels à son usine d'articles en émail, une histoire popularisée par la suite, mais qui trouve ses racines dans de véritables actes de subversion contre le système. Le cœur de la solution finale résidait dans ces camps d'extermination, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek et Auschwitz-Birkenau. Contrairement aux camps de concentration qui utilisaient les prisonniers comme main-d'œuvre, ceux-ci étaient conçus uniquement pour l'exécution. Situés en Pologne occupée, ils étaient stratégiquement placés près des lignes de chemin de fer et des populations juives afin de maximiser l'efficacité et de minimiser les coûts de transport. Treblinka, par exemple, n'était qu'à 100 km de Varsovie. Auschwitz-Birkenau était le plus grand, tuant plus de 1,1 million de personnes, dont 960 000 juifs. Des trains arrivaient chaque jour, bondés de juifs venus de toute l'Europe, de Hongrie, de France, de Grèce et d'ailleurs. Nous étions entassés comme du bétail, 80 à 100 par wagon, se souvient Elie Wiesel dans ses mémoires. La nuit, pas de nourriture, pas d'eau, juste un seau pour les besoins. Des gens mouraient debout, pressés contre nous. À leur arrivée, les officiers SS procédaient à des sélections sur la Judenrampe, décidant en quelques secondes qui vivrait et qui mourrait. Les personnes âgées, les enfants de moins de 14 ans, les femmes enceintes et les faibles étaient envoyés dans des chambres à gaz déguisées en douche avec des panneaux indiquant « désinfection » pour maintenir le calme et éviter les révoltes. Des pastilles de Zyklon B, jetées par des ouvertures, libéraient du gaz cyanure d'hydrogène, tuant des milliers de personnes en 10 à 20 minutes dans la suffocation et la panique. Les restes étaient brûlés dans des crématoires ou dans des fosses à ciel ouvert, les cendres étant dispersées ou utilisées comme engrais dans les fermes voisines. Le processus était si rationalisé qu'un train de 2000 personnes pouvait être traité en quelques heures, les objets de valeur comme les dents en or étant extraits pour alimenter les caisses du Reich. Les nazis faisaient fondre les plombages pour produire des lingots d'or frappés de l'aigle et de la croix gammée. Treblinka était encore plus meurtrier par sa brièveté, fonctionnant de juillet 1942 à octobre 1943. Il a tué jusqu'à 900 000 personnes, principalement originaires de Varsovie. Le sol tremblait sous les cris, a déclaré Samuel Willenberg, un survivant qui travaillait au tri des effets personnels des victimes. Les chambres à gaz utilisaient les gaz d'échappement de moteur, un procédé plus lent mais implacable. Les familles se tenaient la main puis disparaissaient. La petite taille de Treblinka, seulement 600 par 400 mètres, et la rapidité de son fonctionnement ont laissé peu de survivants, mais son efficacité était stupéfiante. Il tuait plus de personnes par jour que n'importe quel autre camp, avec jusqu'à 15 000 personnes traitées quotidiennement au plus fort de son activité. Sobibor et Belzec suivaient des modèles similaires, chacun conçu pour exécuter rapidement et effacer les preuves, les corps étant d'abord enterrés, puis exhumés et brûlés pour dissimuler les crimes à mesure que la guerre tournait. À Belzec, plus de 600 000 personnes ont été tuées rien qu'en 1942 à l'aide de monoxyde de carbone provenant de moteurs diesel. Chelmno a été le précurseur des camions à gaz, opérant à partir de décembre 1941 et tuant 150 000 personnes, principalement originaires de Łódź, les victimes étant débarquées dans une ruine de château et gazées en route vers des fosses communes en forêt. Majdanek combinait travail forcé et extermination, tuant 78 000 personnes par chambres à gaz et fusillades, y compris des Polonais non-juifs et des Soviétiques. Ensemble, ces camps ont tué des millions de personnes avec une précision industrielle, leurs opérations étant dissimulées sous le nom de code Action Reinhard, en l'honneur de Heydrich assassiné,
et pillant des biens d'une valeur de 178 millions de Reichsmarks. La solution finale nécessitait un vaste réseau logistique. Adolf Eichmann, l'architecte de la déportation, coordonnait le transport de millions de personnes depuis son bureau au RSHA, l'Office central de la sécurité du Reich. Des trains étaient réquisitionnés auprès des compagnies ferroviaires nationales, comme la Deutsche Reichsbahn, les horaires étant minutieusement planifiés pour éviter de perturber les opérations militaires, la priorité étant parfois donnée à la déportation plutôt qu'au mouvement de troupes. Les trains fonctionnaient comme une horloge, se vanta Eichmann lors de son procès à Jérusalem en 1961. Je veillais à ce que chaque détail soit parfait. Les communautés juives étaient forcées de payer leur propre déportation, une cruelle ironie qui finançait leur exécution à travers des comptes spéciaux saisis aux victimes, y compris des fonds bancaires et la vente de biens. La collaboration était essentielle. Dans les pays occupés, les autorités locales et les collaborateurs arrêtaient les Juifs. En France, le gouvernement de Vichy, dirigé par Philippe Pétain, a livré 75 000 Juifs, dont 11 000 enfants, lors de la rafle du Vel d'Hiv en juillet 1942, où la police parisienne a arrêté des familles dans un vélodrome avant leur déportation vers Drancy puis Auschwitz. En Hongrie, après l'occupation allemande en mars 1944, 437 000 personnes furent déportées à Auschwitz en seulement 8 semaines sous la direction d'Eichmann, avec l'aide brutale et efficace des gendarmes hongrois, lors de rafles qui voyaient chaque jour 12 000 personnes transportées. Les ghettos servaient de lieux de rétention, où la faim et la maladie tuaient des milliers de personnes avant même la déportation. Le ghetto était une prison de désespoir, a déclaré Helena Birnbaum. Nous étions des squelettes attendant les trains. Les SS exploitèrent la main-d'œuvre juive pour soutenir le processus d'exécution. Les unités de Sonderkommando, composées de prisonniers juifs, étaient forcées de manipuler les corps, de nettoyer les chambres à gaz et de faire fonctionner les crématoires. Nous étions des morts en sursis, a déclaré Philipp Müller, un membre du Sonderkommando d'Auschwitz. Chaque jour, je voyais mon peuple disparaître en fumée et je devais aider. Ces prisonniers faisaient face à un dilemme moral impossible, contraints à la complicité pour survivre quelques semaines de plus, les unités étant périodiquement exécutées pour éliminer les témoins, généralement tous les 3 à 4 mois. Le programme d'euthanasie, T4, a servi de précurseur, tuant 70 000 Allemands handicapés dans des chambres à gaz de 1939 à 1941 dans des lieux comme Hartheim et Sonnenstein, fournissant ainsi l'expertise et le personnel, tel que Christian Wirth, qui a conçu les installations de Belzec après avoir perfectionné ses techniques sur des patients psychiatriques. Ce programme s'est étendu pour inclure les indésirables dans les camps, mêlant l'eugénisme à la politique raciale, et a été interrompu en 1941 à la suite de protestations publiques de figures telles que l'évêque Clemens von Galen, mais ces méthodes ont été transférées à l'Est. Malgré la terreur écrasante, la résistance a émergé dans les ghettos et les camps. Dans le ghetto de Varsovie, le soulèvement de 1943 a vu des combattants juifs, armés d'armes de contrebande et de cocktails Molotov, tenir tête aux forces nazies pendant près d'un mois. Organisée par la GOB, Organisation juive de combat, et la JZW, Union militaire juive, la révolte a débuté le 19 avril, coïncidant avec la Pâque juive, et a impliqué 750 combattants contre 2000 soldats SS équipés de chars et d'artillerie. Nous nous sommes battus non pas pour gagner mais pour mourir selon nos propres termes, a déclaré Marek Edelman, un des chefs du soulèvement. Nous voulions que le monde sache que nous avons résisté. La révolte a retardé les déportations, mais s'est terminée par la destruction du ghetto avec 13 000 juifs tués et 50 000 déportés à Treblinka, tandis que les nazis rasaient les immeubles bloc par bloc. Des soulèvements similaires ont eu lieu dans d'autres ghettos, comme à Białystok en août 1943, où 300 combattants ont résisté pendant 5 jours avant d'être submergés, ou à Vilnius, où la FPO, Organisation unie des partisans, a fait passer des membres en contrebande vers les forêts pour rejoindre les partisans. Dans les camps, la résistance était plus rare, mais non moins héroïque.
À Treblinka, les prisonniers ont organisé une révolte le 2 août 1943, utilisant des clés volées pour accéder aux armes, incendiant une partie du camp et permettant à environ 300 personnes de s'évader, bien que seulement 70 aient survécu à la guerre, dont Samuel Willenberg, qui a rejoint l'armée de l'intérieur polonaise. Sobibor a connu un soulèvement similaire le 14 octobre 1943, mené par Alexander Pecherski, un prisonnier de guerre soviétique, et Leon Feldhendler. Ils ont tué 11 officiers SS à coups de hache et de couteau dans le cadre d'un plan coordonné, permettant à 300 prisonniers de s'échapper à travers des champs de mines, bien que la plupart aient ensuite été repris ou tués. Le camp a ensuite été démantelé pour effacer toute trace. À Auschwitz, le Sonderkommando s'est révolté le 7 octobre 1944, détruisant le crématorium 4 avec des explosifs introduits en contrebande par des ouvrières des munitions comme Rosa Robota. Les 450 participants ont tous été tués, mais leur acte de défi a laissé une installation clé en ruine. « Nous savions que nous allions mourir », a écrit Salmen Gradowski, un membre du Sonderkommando qui a enterré ses notes avant la révolte. Mais nous voulions riposter. Des actes de résistance plus modestes, comme la contrebande de nourriture, le partage d'informations ou la préservation des traditions culturelles, ont entretenu l'espoir. Dans les ghettos, des écoles et des théâtres clandestins défiaient les tentatives nazies d'effacer l'identité juive. Nous chantions, nous prions, nous nous souvenions de qui nous étions, se souvient un survivant du ghetto de Lodz. Ces actes, bien que moins visibles, étaient essentiels pour préserver l'humanité face à la déshumanisation. Des groupes de partisans dans les forêts, comme les frères Bielski, qui ont sauvé 1200 juifs en Biélorussie en construisant un camp autonome avec des écoles et des synagogues, menaient des actions de sabotage et des opérations de sauvetage, attaquant les lignes d'approvisionnement et abritant des fugitifs, tandis que des réseaux comme l'archive Oneg Shabbat à Varsovie documentaient les atrocités pour les générations futures, recueillant plus de 35 000 pages de témoignages qui ont servi lors des procès d'après-guerre. La solution finale a coûté la vie à plus de 6 millions de Juifs, ainsi qu'à des millions de Roms, de personnes handicapées, de dissidents politiques et d'autres encore. Mais les chiffres à eux seuls ne sauraient rendre compte du coût humain. Les témoignages des survivants révèlent la dévastation personnelle, la résilience et la perte qui ont marqué cette tragédie. Elie Wiesel, survivant d'Auschwitz, avait 15 ans lorsqu'il est arrivé à Auschwitz en 1944 depuis Sighet, en Roumanie. La baguette de l'officier SS pointait à gauche ou à droite, a-t-il écrit dans la nuit. Aller à droite signifiait l'exécution. Ma mère et ma sœur sont parties de ce côté. Je suis allé à gauche avec mon père. Mais je l'ai perdu à cause de la cruauté du camp lors d'une sélection brutale. Ce moment a brisé quelque chose en moi. J'ai remis en question Dieu, l'humanité, tout. La survie de Wiesel, à travers le travail forcé et une marche de la mort en janvier 1945, parcourant 68 km dans la neige jusqu'à Gleiwitz, fut miraculeuse, mais la perte de sa famille le hantait. Auschwitz est une blessure qui ne se referme jamais, dira-t-il plus tard dans ses discours. Alina Birenbaum, survivante du ghetto de Varsovie et de Majdanek, avait 13 ans lorsqu'elle a été enfermée dans le ghetto de Varsovie. La faim était notre compagne constante, se souvenait-elle. Mais les déportations étaient pires. Ma mère a été emmenée à Treblinka. Son dernier regard était empli de terreur. À Majdanek, j'ai caché mon âge pour survivre, travaillant dans les baraquements de tri. Mais les chambres à gaz étaient toujours là, une ombre planant sur chaque jour. L'histoire de Birenbaum reflète la peur constante et la force nécessaire pour endurer, puisqu'elle a ensuite réussi à s'échapper lors d'un transfert vers Auschwitz et s'est cachée jusqu'à la libération par les Soviétiques en 1945. Samuel Willenberg s'est évadé de Treblinka lors d'une révolte en août 1943. « Je travaillais dans le camp, triant les affaires des personnes exécutées », a-t-il écrit dans ses mémoires. J'ai vu des familles marcher vers les chambres à gaz, se serrant les unes contre les autres. Lorsque nous nous sommes rebellés, j'ai couru sous les tirs en portant leurs histoires. L'odeur de la décomposition ne me quitte jamais. Le témoignage de Willenberg met en lumière les rares moments de résistance au milieu d'épreuves écrasantes,
et il est ensuite retourné en Pologne pour témoigner contre les gardiens lors de procès et sculpter des mémoriaux. Primo Levi, un chimiste italien, a survécu à Auschwitz en travaillant à Monowitz, un sous-camp produisant du caoutchouc synthétique pour IG Farben. « Ils nous ont pris nos noms, nos cheveux, notre dignité », a-t-il écrit dans « Si c'est un homme ». Nous étions des numéros, pas des personnes. Pourtant, j'ai vu des étincelles d'humanité, un morceau de pain partagé, un encouragement murmuré. Ces moments m'ont permis de survivre. Le témoignage de Lévi saisit la déshumanisation et les petits gestes de bonté qui y ont résisté, bien qu'il ait lutté pendant des décennies avec la culpabilité du survivant, ce qui a conduit à son tragique suicide en 1987. Władka Mid, survivante du ghetto de Varsovie et courrière pour la résistance du ghetto, a fait passer des armes et des informations à travers les murs. Je me faisais passer pour une non-juive, transportant des armes en cachette aux combattants, se souvenait-elle. Chaque pas était un risque. J'ai vu des enfants affamés, des familles déchirées, mais nous nous sommes battus pour montrer que nous n'étions pas impuissants. L'histoire de Mead met en lumière le courage de ceux qui ont résisté en dehors des camps, faisant le lien entre le ghetto et le monde extérieur. Et elle a ensuite contribué à instaurer l'enseignement de la Shoah aux États-Unis par l'intermédiaire du Jewish Labor Committee. Philipp Müller, membre du Sonderkommando d'Auschwitz, fut contraint de rejoindre le Sonderkommando et fut témoin de l'horreur des chambres à gaz. « Je transportais les restes vers les fours, sachant que mon tour viendrait », a-t-il écrit dans Eyewitness Auschwitz. Un jour, une femme a chuchoté « Dis-le au monde ». Cela m'a donné une raison de vivre. J'ai survécu pour parler au nom de ceux qui ne le pouvaient pas. Le témoignage de Müller révèle le fardeau insupportable du Sonderkommando et leur détermination à témoigner, comme il l'a fait lors des procès d'Auschwitz à Francfort dans les années 1960, contribuant à la condamnation de 22 officiers SS. D'autres témoignages, comme celui de Rudolf Werba, qui s'est évadé d'Auschwitz en avril 1944 avec Alfred Wetzler, pour rapporter l'existence des chambres à gaz dans le rapport Werba-Wetzler, rapport qui a atteint les dirigeants alliés et permis de sauver des vies en poussant la Hongrie à suspendre temporairement les déportations, ou encore celui d'Anne Frank, dont le journal tenu pendant sa clandestinité à Amsterdam humanise la peur d'être découverte avant sa mort à Bergen-Belsen, souligne la diversité des manières dont les individus ont affronté et se sont souvenus. Viktor Frankl, psychiatre à Auschwitz, a trouvé un sens à la souffrance grâce à la logothérapie, écrivant « Découvrir un sens à sa vie » sur la manière d'observer un but même dans le désespoir. Ces voix, parmi tant d'autres, nous rappellent que la solution finale n'était pas seulement une politique, mais un cauchemar vécu. Des familles ont été brisées, des communautés effacées, et les survivants ont dû affronter des traumatismes inimaginables. Pourtant, leurs récits révèlent aussi le courage, la résistance et la volonté de témoigner. La solution finale a été mise en œuvre non pas par des monstres, mais par des gens ordinaires, des bureaucrates, des soldats et des civils qui ont adhéré ou cédé à l'idéologie nazie. Adolf Eichmann, un officier SS de rang intermédiaire, incarnait cette banalité du mal. « Je ne faisais qu'obéir aux ordres », affirma-t-il lors de son procès à Jérusalem en 1961, une défense qui sonnait creux face à l'ampleur de ses actes, organisant notamment les déportations depuis la Hongrie où il supervisait personnellement le chargement des trains. Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, a décrit son rôle avec un détachement glaçant. « Je veillais à ce que la machine fonctionne sans accroc, c'était mon devoir. » La confession de Höss, faite avant son exécution en 1947 à Auschwitz, révélait un homme qui considérait l'exécution comme un défi logistique, non moral, admettant avoir supervisé 2,5 millions de morts, bien que les estimations modernes, basées sur les registres de transport, suggèrent environ 1,1 million. Des médecins comme Joseph Mengele ont transformé la science en horreur, menant des expériences sur les prisonniers pour faire avancer les théories raciales nazies. Ils nous souriaient, nous donnaient des bonbons, puis nous injectaient des poisons, se souvient une survivante jumelle d'Auschwitz, Eva Moses-Kor, qui a subi des opérations sans anesthésie aux côtés de sa sœur, Myriam.
La fascination de Mengele pour les jumeaux a conduit à des procédures horribles, souvent mortelles, alors qu'il cherchait à percer les secrets génétiques pour l'élevage arien, injectant des colorants dans les yeux ou cousant des frères et sœurs ensemble. D'autres médecins SS, comme Karl Kloberg et Horst Schumann, ont mené des expériences de stérilisation à l'aide de rayons X et de produits chimiques, provoquant des douleurs atroces et l'infertilité, afin de faire avancer l'eugénisme nazi sur des milliers de femmes au bloc 10 d'Auschwitz. La complicité s'étendait au-delà de la SS. Des entreprises allemandes, comme IG Farben, ont tiré profit du travail forcé à Monowitz, construisant une usine qui a coûté la vie à 35 000 personnes et fournissant le Zyklon B, l'adaptant sciemment à un usage humain en augmentant sa puissance. Les cheminots conduisaient les trains de déportation, la Deutsche Reichsbahn facturant la SS au kilomètre, 3 Pfennig pour les enfants, 4 pour les adultes, dans des registres détaillés. Des collaborateurs locaux à travers l'Europe ont aidé lors des rafles. En Slovaquie, la garde Hlinka a déporté 70 000 juifs sous le régime de Joseph Tiso, un prêtre catholique qui justifiait cela comme une purification nationale. Aux Pays-Bas, la police néerlandaise a participé aux arrestations, entraînant 107 000 déportations, dont seulement 5 000 survivants, grâce à des registres civils efficaces. La solution finale s'est nourrie d'un réseau de complicité alimenté par l'idéologie, la peur et l'indifférence. Psychologiquement, les bourreaux étaient conditionnés à considérer leurs actes comme normaux. La propagande a déshumanisé les Juifs, faisant passer leur exécution pour une nécessité à la survie nationale. La structure bureaucratique a dilué la responsabilité. Eichmann organisait les transports, Heuss gérait les camps, et les gardiens exécutaient des ordres, chacun affirmant n'être qu'une petite partie du tout. Les expériences sur l'obéissance de Milgram, menées après la guerre à Yale en 1961, ont montré à quel point les gens obéissent à l'autorité même lorsqu'on leur demande de faire du mal à autrui. 65% des participants administrant ce qu'ils croyaient être des chocs mortels sur instruction. Pour beaucoup, la peur de la punition ou de la ruine de leur carrière assurait leur obéissance, car les dissidents comme Kurt Gerstein, un officier SS qui tenta d'alerter les Alliés et le Vatican sur les gazages en 1942, étaient rares et souvent ignorés ou pas crus. D'autres, imprégnés de l'idéologie nazie dès leur jeunesse dans des organisations comme les jeunesses hitlériennes, croyant servir une cause supérieure, endoctrinés à travers des camps et des rassemblements glorifiant la pureté raciale. Comme l'a observé Hannah Arendt dans sa couverture du procès d'Eichmann pour The New Yorker, la banalité du mal résidait dans le fait que des gens ordinaires, en suivant des routines et en remplissant des papiers, rendaient possible des crimes extraordinaires, sans remords apparents, transformant le génocide en une tâche administrative. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques ont libéré Auschwitz, révélant un paysage d'horreur inimaginable. Des survivants affamés, des tas d'effets personnels volés, comme 7000 kg de cheveux humains, et les ruines des crématoires que les nazis avaient tenté de dynamiter pour effacer les preuves. La solution finale avait pris fin, mais son héritage perdure. 6 millions de Juifs, soit les 2/3 de la population juive d'Europe, ont été exécutés aux côtés de millions d'autres victimes, dont 1,5 million d'enfants. Des communautés entières ont disparu. Leurs synagogues, leurs écoles et leur culture ont été réduites à de simples souvenirs, les Shtetls Yiddishophones effacés des cartes. Pourtant, les survivants ont veillé à ce que ces souvenirs ne s'effacent pas. Par leurs témoignages, leurs mémoires et les lieux de mémoire, ils ont préservé la vérité. Le musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, fondé en 1947 sur le site même, se dresse comme un monument aux victimes et un avertissement pour le monde entier. Déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, il attire chaque année des millions de visiteurs venus affronter cette histoire, exposant des objets comme des valises portant les noms des condamnés. Depuis 2005, le 27 janvier, est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, un appel mondial à honorer les morts et à combattre la haine, commémoré par des cérémonies aux Nations Unies et ailleurs.
La solution finale a commencé par des mots, une propagande qui déshumanisait, des lois qui excluaient et un silence qui rendait possible. Comme l'a averti Deborah Lipstadt dans son livre Nier l'Holocauste fut un processus, pas un événement. Il est né de petits actes de préjugés pour aboutir au génocide. Cette histoire exige que nous restions vigilants. L'antisémitisme et l'intolérance persistent, souvent sous des formes subtiles comme les théories du complot en ligne ou une rhétorique politique reprenant d'anciens clichés. Les mots de Primo Levi nous hantent. Cela s'est produit, donc cela peut se reproduire. Cela peut arriver n'importe où. Mais à côté de cet avertissement subsiste l'espoir, dans la résistance de ceux qui se sont opposés, la compassion de ceux qui ont aidé, comme Raoul Wallenberg, qui a sauvé 100 000 juifs hongrois grâce à des passeports de protection, et les survivants qui ont reconstruit des vies et des communautés en Israël et dans la diaspora. Que nous enseigne la solution finale sur le pouvoir des mots à inciter ou à guérir? Comment pouvons-nous reconnaître les premiers signes de la haine avant qu'ils ne s'amplifient? Et que pouvons-nous faire aujourd'hui pour que, plus jamais ça, devienne une réalité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir comment cette histoire résonne en vous. Si cette histoire vous a inspiré, interpellé, ou vous a permis de voir la Seconde Guerre mondiale sous un nouveau jour, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner, ce n'est pas juste un clic. C'est une façon de soutenir des histoires puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous aimons découvrir vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epiquoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.